Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Pierre Taman Lecac, je travaille sur la communication et les contenus chez Supermood et aujourd'hui j'aurai le plaisir d'animer le webinaire et la table ronde d'aujourd'hui. Alors, juste pour commencer directement avec un agenda, ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va passer un petit moment très cool ensemble, donc, où on va commencer par une table ronde qui s'agence en 2 points. On a pris le parti de vouloir commencer par les défis administratifs, puis des défis de culture d'entreprise et de marque employeur. Ça va durer à peu près une bonne demi-heure avant justement d'aller sur une session de questions-réponses. Et à ce sujet, donc, je vous invite, si vous avez des questions, que ce soit dès maintenant, pendant le webinaire, à la fin, de les poser dans l'onglet dédié qui est à la droite de votre écran, parce que ça va permettre en fait à tout le monde de pouvoir voter pour ces questions et du coup, nous, de prioriser et de prendre les questions qui suscitent le plus d'enthousiasme. En parallèle, on va aussi vous envoyer des sondages pendant le webinaire. Et pareil, le fait que vous répondiez à ces sondages nous permettra aussi d'orienter la discussion parce que le sujet d'aujourd'hui est très, très large, comme vous le voyez. Donc, il faut qu'on priorise et qu'on puisse vraiment tirer le maximum de ces échanges. Voilà. Et donc, et un dernier point important aussi, c'est que le webinaire est enregistré. Vous pouvez aussi télécharger les slides, donc pas de problème sur tout ce qui est prise de notes. Vous pouvez profiter intégralement des interventions de nos speakers. Donc, sans plus attendre, je vais introduire nos intervenants qui nous font vraiment l'honneur de prendre leur temps pour venir partager leurs réflexions et leurs analyses et leur retour d'expérience. Donc, je vais commencer avec toi, Christelle. Donc, Christelle, tu es Head of Human Resources chez Litchi et MangoPay. Tu es la première employée de ce groupe depuis 2 ans. Tu as une expertise RH donc du coup très transverse, dont la partie management qui s'est créée en tout cas avec la constitution d'une équipe people dédiée. Et ça fait 13 années que tu es dans les RH et donc aussi bien dans des grands groupes que dans des startups plus récemment. Et en France et à l'international. Donc je te laisse du coup. Bonjour Christelle. Hello, bonjour tout le monde. Ravie d'être avec vous ce matin. J'ai hâte de pouvoir échanger sur toutes ces bonnes pratiques post-Covid. Et du coup, je t'invite à un peu, nous expliquer un peu le contexte de Litchi MangoPay pour que les participants se situent bien ou quels sont vos enjeux, quoi. Oui, donc Litchi et MangoPay sont un groupe. À la base, il y avait Litchi qui a été créé en 2009 par Céline Lazorte. MangoPay, finalement, est un spin-off de Litchi puisque c'est la plateforme de paiement que Litchi avait créée et qui ensuite a pris son envol pour devenir une entreprise à part entière et qui est aujourd'hui la plateforme de paiement pour les marketplaces. On a beaucoup grossi ces dernières années. On est autour de 280 aujourd'hui. Ça change tous les jours. On a plusieurs bureaux en Europe. On est à Paris, au Luxembourg, à Berlin, Madrid, Amsterdam et Milan. Et bientôt en Pologne. C'est le prochain pays sur lequel on va se lancer. Et on continue notre croissance. Et cette année, on va recruter près de 90 personnes. Voilà. Merci Christelle. Je vais passer du coup avec Louise. Donc Louise, tu es HR Manager chez Payfit. Ça fait 6 ans que tu travailles du coup dans les ressources humaines. Tu as eu une expérience dans les grands groupes chez Bolloré et Safran avant de faire le grand pas vers la start-up. Donc tu as des expertises dans les relations sociales, le business partnering, la gestion administrative. Et je te laisse nous présenter Payfit rapidement. Oui, bien sûr. Bonjour à tous, pour commencer. Effectivement, donc j'ai intégré Payfit à la suite d'un début de carrière dans des grands groupes. Effectivement, c'était un grand pas. Payfit, c'est une startup, maintenant scale-up, qui a été fondée en 2015 par 3 fondateurs. Ces 3 fondateurs sont partis du principe qu'il était hyper important de venir
rendre plus fluide une problématique extrêmement complexe qu'est la paye pour nous tous en tant que chargés des ressources humaines ou DRH. C'est une problématique qui a été conçue, travaillée et rendue plus fluide grâce à la création d'un langage qui s'appelle le JetLang, sur lequel aujourd'hui on base notre produit. On a travaillé pendant de longues années sur le fait d'affiner ce produit pour le rendre extrêmement facile d'utilisation pour tous nos clients. Et aujourd'hui, on est content de voir le succès de ce travail de toutes les équipes produits, Customer Success, Sales, et bien sûr toutes les équipes dev pour développer un produit qui, alors la data est un petit peu a été retravaillée hier, mais aujourd'hui le produit sert plus de 5000 clients. Et aujourd'hui, on est 590 collaborateurs au sein de Payfit, situés en France, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Espagne et en Italie. Donc, c'est une belle entreprise européenne aujourd'hui, qu'on considère européenne et moins parisienne, et qui a pour mission principale celle que l'on nomme « Make work a source of fulfillment for everyone ». Donc, vous l'aurez compris, notre objectif, c'est de rendre la vie de nos clients bien plus simple avec l'utilisation du produit Payfit. Merci Louise. Et du coup, notre dernier intervenant, Pierre Monclos. Donc, Pierre, tu es DRH de Youno. Youno qui est spécialisé dans l'apprentissage en ligne. Tu as une expertise en digital learning, droit social, santé au travail. Tu as été nommé il y a 2 ans dans le top 35 RH de Forbes. Et ça fait aussi 13 ans que tu travailles dans les ressources humaines. Donc, je te laisse du coup nous introduire Youno. Merci et bonjour tout le monde. Youno, pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous on est un organisme de formation et on est spécialisé dans la formation en ligne depuis 2013. Donc notre métier, c'est de créer des formations. On a notre propre plateforme et on crée nos propres contenus sur les compétences essentielles d'aujourd'hui. Donc toutes les compétences qui ne dépendent pas d'un métier qu'on exerce, mais qui sont importantes à disposer en entreprise pour être épanoui et performant dans son travail, comme la gestion du temps, l'intelligence émotionnelle, la collaboration à distance, notamment donc les compétences qu'on appelle les soft skills. Et on travaille avec 400 entreprises aujourd'hui, de toute taille, et on travaille aussi maintenant avec beaucoup de particuliers, puisque nos formations qui sont en ligne, elles sont certifiantes, c'est-à-dire éligibles au financement du compte personnel de formation. Nous, notre contexte, c'est qu'on est 45 collaborateurs basés à Paris et Lyon, alors maintenant un peu plus, parce que avec la crise du Covid, on a ouvert les chakras sur la distance et on a désormais des personnes qui travaillent en 100% télétravail, donc ils ne sont pas forcément basés dans nos bureaux. Et voilà pour les éléments de contexte. Si peut-être un dernier qui sera important pour nos échanges, nous, la formation à distance marchait déjà bien avant la crise du Covid et a explosé puisqu'on pouvait plus se former en présentiel, et c'est une tendance qui est durable, donc on est dans une phase de très forte croissance qu'on n'a jamais connue chez Youno, donc ça fait pas mal de défis RH à relever. Merci Pierre. Eh bien, je vais juste du coup terminer en introduisant très rapidement Supermood qui co-organise donc le webinaire avec Payfit. Et donc nous, Supermood, on est une start-up française créée en 2015. Aujourd'hui, on est le leader français de l'engagement collaborateur et de l'expérience collaborateur et de la mesure de cette expérience collaborateur, et aussi leader dans tout ce qui est accompagnement de transformation des organisations, que ce soit des grands groupes ou des PME. On a aujourd'hui, depuis la création de Supermood, on dispose du plus grand échantillon de la population active française. On avoisine les 5 millions de data collaborateurs exprimés sur notre plateforme. Et aujourd'hui, ça fait plus de 170 000 collaborateurs sondés dans près de 93 pays et plus de 200 organisations clientes, dont un tiers du CAC 40. Voilà. Donc, sans plus attendre, je vais du coup commencer notre table ronde avec le premier axe en fait de notre discussion, qui est vraiment sur les défis administratifs prioritaires depuis la crise de mars 2020, donc depuis un peu plus d'1 an. La question vraiment que j'aimerais du coup aborder avec vous trois, c'est comment on s'adapte à des annonces gouvernementales qui changent, qui peuvent être parfois même contradictoires, donc du coup un cadre réglementaire qui évolue rapidement et très souvent.
Et donc, surtout si en plus on est dans un contexte d'hypercroissance comme peut l'être vos organisations. Donc, je vais commencer peut-être avec Christelle. Voilà, quels ont été les défis prioritaires depuis mars 2020 et peut-être comment ces défis ont évolué dans une séquence qui serait les 6 derniers mois, Christelle. Oui, bien sûr. Je pense qu'à part si on est resté enfermé dans une grotte ces 15 derniers mois, le moins qu'on puisse dire, c'est que le Covid est venu radicalement bousculer notre quotidien. On a connu d'abord un coup d'arrêt assez brutal, et puis avec les confinements et déconfinements successifs. S'il y a une chose que je retiens de ces derniers mois, c'était que la gestion de la crise, elle a mis en avant notre métier de RH et on a trouvé encore plus notre sens dans l'entreprise. Pour répondre à ta question sur les sujets administratifs, je pense qu'en premier lieu, l'arrêt au premier confinement et tout ce qui s'en est suivi, pour beaucoup d'entreprises, ça a été synonyme d'adaptation en termes de gestion administrative et surtout de gestion paye, notamment avec la mise en place du chômage partiel. Il n'y en a pas eu chez Litchi et MangoPay parce que on n'avait pas de métier directement impacté, mais la gestion en fait de ce chômage partiel est venue vraiment bousculer et à complexifier la façon de traiter la paye. Donc ça, c'était, je dirais, un des challenges administratifs. Après, il y a eu la question de comment on se protège du virus et comment on assure la sécurité des uns et des autres. Et à cette époque, il y avait un manque de matériel, notamment de protection, sur les masques, le gel, etc. Donc, il a fallu aussi s'adapter à tout ça, faire en sorte que pour les personnes qui devaient se rendre au bureau, on ait un environnement de travail safe. Donc, il y a eu toute l'adaptation en termes de prévention, santé, sécurité au travail. Évidemment, on a tous recouru, pour ceux qui le pouvaient, à un télétravail massif. Il a fallu l'adapter au sein de nos équipes. Il fallait accompagner tout le monde dans ce fonctionnement à 100% à distance, que chacun se sente aussi bien au bureau que chez lui, et qu'on puisse maintenir un niveau de performance adéquat. Et nous, on était dans une phase de recrutement et d'onboarding assez intense. Donc, ça veut dire qu'il a fallu passer tout en 100% digital. On avait à ce moment-là plus de 30 postes ouverts. On en a encore une trentaine aujourd'hui qui sont ouverts. Et donc, ça veut dire qu'il fallait qu'on fasse 100 entretiens physiques. On avait l'habitude de rencontrer nos candidats et faire un dernier échange informel lors d'un pot, d'un café. Ça, il a fallu totalement le transformer pour passer en 100% à distance. Et puis, pour nos nouveaux arrivés, il a fallu continuer à les onboarder en livrant le matériel à la maison, en passant du temps avec eux par visio au lieu d'en passer en physique, et faire en sorte que chacun démarre et soit correctement équipé, mais aussi ait toutes les informations pour bien commencer à distance. Donc, quelques questions logistiques de matériel et puis la bonne signalétique pour que les conditions de sécurité soient respectées. Voilà. Et ça, ces sujets, du coup, aujourd'hui, en ce moment, dans la séquence qu'on a ces 6 derniers mois, est-ce que ça a foncièrement évolué ou finalement ça s'inscrit dans une sorte de continuum ? On est dans la continuité de ce qu'on a mis en place. Nous, on a vraiment élargi l'usage du télétravail. Et donc, on va venir accompagner ces changements là depuis plus d'1 an. Donc, on est vraiment dans la continuité. Ok, ça me permet de faire une bonne transition avec Pierre, vu que tu parlais de télétravail full-time. Est-ce que d'un point de vue administratif, j'imagine qu'il y a d'autres sujets, mais ça me permet de faire une transition vers toi. Du coup, un peu aussi tes expériences et notamment ce retour d'expérience que tu as sur les implications administratives de ce passage en full remote. Ouais, de notre côté, alors les implications administratives, déjà il a fallu changer un rapport culturel avant même administratif au travail à distance. On faisait déjà du télétravail, c'était jusqu'à 2 jours par semaine, mais c'était pas régulièrement utilisé. Et en fait, on a dû changer notre rapport au travail tout court
et dans la durée. Et la première implication concrète que ça a eu, c'est qu'il fallait qu'on propose un cadre qui était beaucoup plus flexible, qu'on a gardé encore aujourd'hui et qu'on gardera au-delà de cette crise sanitaire sur on travaille quasiment d'où on veut, quand on veut. Cette flexibilité-là, elle n'était pas intégrée dans nos process et dans nos manières de faire. Donc, on a dû changer ça. Et en même temps, il a fallu garder le lien social qui est différent à distance, donc mettre pas mal d'efforts pour garder des relations informelles. La flexibilité, ça a touché aussi les horaires de travail. On était assez flexible, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'horaire chez Youno, on termine sa journée quand on veut, du moment qu'on la termine pas trop tard, mais plutôt pour dire on peut la terminer très tôt si on a fini son travail. On a renforcé cette flexibilité et la possibilité de s'absenter. Alors au début, c'était sur des sujets qui sont moins d'actualité, c'est pour aller faire ses courses, parce que sinon il fallait faire la queue, on risquait de choper le Covid, on voulait pas que les salariés aillent au magasin quand il y avait énormément de monde avec le Covid. Demain, ça, on l'a gardé. Maintenant, on a sacralisé le fait qu'on pouvait s'absenter 1 heure dans la journée. On prévient juste. Et quand on est en télétravail, 1 heure, 1 heure et demie, on va chez le médecin, on fait quelque chose. On n'est même pas obligé de dire ce qu'on fait. Ça s'est inscrit dans la durée. Et dans les autres exemples concrets, il y a les parents, dès qu'une crèche, une école ferme, parce qu'il y a un cas de Covid et que les parents doivent garder les enfants à la maison, il y a certaines boîtes qui ont choisi de les passer en chômage partiel. Il y a un statut spécifique ou leur demander de poser les congés. Nous, on a dit, vous faites comme vous pouvez. On vous garde votre salaire et tant pis si vous travaillez qu'1 heure sur 2 parce que vous devez gérer vos enfants. Dans un autre monde, je ne sais pas si on l'aurait fait aussi facilement. Là, c'était une évidence. Et donc, quand il y a des situations comme ça, maintenant, ça s'est inscrit dans les habitudes. Là, on peut se faire vacciner. On a dit à tout le monde, vous pouvez prendre une demi-journée pour aller vous faire vacciner, puisque c'est ça qui est important. Et vous le faites sur votre temps de travail. Vous ne posez pas une demi-journée de congé ou autre. Et après, d'autres enjeux, mais dont on reparlera en termes. Ce qui a modifié, ce qui a eu un impact sur la gestion administrative des RH, c'est le recrutement et l'onboarding. Ça, c'était vraiment un gros sujet pour nous. Pareil, ça va me faire une transition vers Louise, parce que je sais que de côté PayFit, vous avez beaucoup d'enjeux de recrutement, d'onboarding, vous recrutez beaucoup, et je sais que même vous avez, je vais vous le partager d'ailleurs, un peu, partager ces réflexions, ces retours d'expérience sur comment optimiser ces process. Effectivement, est-ce qu'il y a vraiment quand on recrute dans un cas, enfin dans une situation, une séquence comme celle qu'on est aujourd'hui, même depuis mars dernier, est-ce que ça change d'un point de vue vraiment administratif. Qu'est-ce que ça implique, Louise, quand on doit recruter à grande échelle à distance? Oui, c'est un très bon point. De notre côté chez PayFit, il faut dire qu'on a toujours eu le système de faire du recrutement en présentiel. Donc évidemment, l'année 2020, elle a été un peu challenging pour nous là-dessus, puisque tous nos recrutements se faisaient avec des meetings au bureau pour pouvoir voir l'ambiance, rencontrer des personnes en physique, etc. Et ça a radicalement changé notre façon de recruter, ça c'est clair. Notre façon d'onboarder également, puisque pour nous, c'était très important que tout le monde soit bien présent, qu'on ait un esprit de promo qui se crée, que vraiment il y ait des temps partagés avec les équipes, etc. Et pareil, on a donc dû s'adapter et on l'a fait de manière assez rapide à partir d'avril 2020. On recrutait déjà 100% en digital et aujourd'hui, depuis avril 2020, on a dû faire peut-être 1 ou 2 sessions en physique parce qu'on avait envie de le retrouver. Mais effectivement, c'était pas forcément facile compte tenu des conditions sanitaires, évidemment, et des craintes que certains candidats pouvaient avoir et qui étaient totalement légitimes et qu'on respectait à 100%. Donc, c'était à nous de nous adapter et on a continué notre onboarding en 100% digital. Le fait de recruter beaucoup de personnes a un impact, c'est que les groupes forcément sont plus grands et donc la création d'une proximité et d'une relation forte avec chacun peut sembler plus difficile à faire, mais ce sur quoi on travaille avidement, si je puis dire, c'est de justement créer ces one-one, créer cette routine où un collaborateur se sent aussi bien intégré dans la structure de manière digitale que de manière physique. Et pour rebondir très rapidement sur ce que disait Pierre, nous, on est aujourd'hui dans un système hybride de work from anywhere, ce qui veut dire qu'on se met particulièrement
une condition, c'est de faire en sorte que le physique ou le digital donne exactement la même expérience en termes de valeur et de culture à chaque candidat qui intègre PayFit. Et ça, pour nous, c'est un point clé et c'est à nous de nous adapter à 100%. Donc, on y travaille quotidiennement. Ouais, et d'ailleurs, je rebondis un peu sur une question d'une participant parce que qui demandait, Frédéric, pour encadrer cette flexibilité en télétravail, avez-vous formalisé ce nouveau cadre de télétravail, les règles, qui ça concerne, sous quelle forme, accord salarial, avenant, autre? Je ne sais pas si Louise, Christelle, Pierre, vous voulez pouvoir répondre. Je peux peut-être répondre au niveau de PayFit. Au niveau de PayFit, en juillet 2020, on a créé un système de work from anywhere dont on parlera peut-être un petit peu après. On n'a pas matérialisé ça sous la forme d'une charte de télétravail parce que nous, on personnellement focalisé plus sur les systèmes d'intéressement et de participation et donc on y a plus déployé d'énergie. Néanmoins, puis parce que le cadre légal nous permettait d'être plus flexible aussi là-dessus. Néanmoins, on a sorti un playbook avec toutes les règles et la stratégie du Work from Anywhere, ce qui nous a permis de matérialiser d'une certaine manière ce que l'on souhaitait faire et l'éligibilité de tous les collaborateurs sur ce nouveau système. Christelle, Pierre? Ouais. Vas-y Christelle, je t'en prie. De notre côté, nous, on a matérialisé, on a sorti une charte télétravail en ce début d'année. On a 2 modalités. La modalité qui concerne des personnes qui sont quand même rattachées à un bureau et elles ont la possibilité de travailler depuis chez elles jusqu'à 4 jours par semaine. Bien sûr, si elles le veulent, elles peuvent venir tous les jours au bureau, il n'y a aucun souci pour ça. Et après, sur le 1 jour de présence par semaine, on donne vraiment une autonomie, une responsabilité au manager de décider si le cas échéant, c'est pertinent. C'est-à-dire que si ça ne l'est pas et que ça fonctionne bien, le manager, il peut tout à fait dire, bon, on se voit 1 jour toutes les 2 semaines pour telle et telle raison. Et puis après, il y a une deuxième modalité qui est celle du 100% remote, de personnes qui sont pas rattachées à un bureau en particulier, qui travaillent depuis chez elles et qui, vraiment de manière ponctuelle, vont se déplacer pour un événement d'entreprise, un team building, une formation, que sais-je, mais ça va être vraiment à la marge puisque elles vont travailler depuis la maison. Et donc voilà, on a fait une charte. On est en train de mettre à jour progressivement les contrats de travail par le biais d'AVDAN pour inclure cette clause et faire la mise à jour administrative. On a communiqué dessus et on a mis en place aussi une indemnité forfaitaire de télétravail pour couvrir une partie des frais. Voilà. Alors nous, de notre côté, sur ce que dit Christelle, sur ceux qui sont en 100% télétravail, pour passer à 100% en télétravail, ce qu'on ne faisait pas avant le Covid, et puis en fait, on a réalisé que ça pouvait très bien marcher par rapport à notre culture. On fait un avenant systématiquement quand il y a du passage en 100% en télétravail. Ça, on le fait en temps réel. Et par contre, pour tout le reste, dans la question, il y avait est-ce qu'il peut y avoir un accord ou autre. Ça, c'est pas assez flexible vu que ça a évolué et que nous-mêmes, on a fait évoluer nos mentalités. Au début, il y avait des managers qui étaient paniqués, qui se sont dit mais comment je vais faire moi pour gérer ça, gérer une équipe à distance, j'ai jamais fait. Donc vu qu'on s'est dit on va s'adapter régulièrement, alors je sais pas si on peut appeler ça une charte, mais c'est dans nos règles RH. Donc ça ressemble plus à ce qu'a décrit Louise comme un playbook, sauf que pour avoir vu le playbook de PayFit qui est juste génial, nous c'est une version beaucoup plus modeste où en fait on a décrit les règles et c'est une page texte que je modifiais toutes les 3 semaines en communiquant à l'équipe pour dire bon ben voilà, maintenant on peut venir jusqu'à tant de jours au bureau sous telles conditions. Et je continue de le faire encore évoluer. Et en fait, c'est quelque chose qui sera durable. C'est que plutôt que d'avoir une règle où on se dit, voilà, chez Youno, c'est comme ça pour les 6 prochains mois ou les 12 prochains mois, c'est en temps réel, voilà, par rapport à la situation. Et en espérant qu'on tienne plus compte du Covid d'ici peu, qu'est-ce qu'on peut faire en termes de télétravail et de présence au bureau? Et l'une des règles qui reste la base, c'est effectivement, il faut que tout le monde ait la même expérience de travail. Il ne faut pas que quelqu'un soit pénalisé du fait de la distance, comme ça l'était le cas avant quand on n'était pas assez orienté télétravail, ou au bureau on avait plus d'informations parce que
on discutait de vive voix. Et donc ça, on l'a enlevé. Et surtout, on dit qu'il faut prévenir maintenant quand on vient au bureau. À l'époque, il fallait prévenir quand on voulait télétravailler pour l'organisation. Maintenant, c'est l'inverse, vu qu'il y a beaucoup plus de télétravail. On demande juste de prévenir au plus tard la veille pour qu'on puisse s'organiser et anticiper les sujets qui nécessitent la présence ou non d'une personne. Merci pour vos retours. Je vous propose qu'on transitionne rapidement du coup sur les sujets, vu qu'on a déjà parlé donc de culture d'entreprise. Parce que finalement, la crise, c'est un accélérateur de tendances, et notamment sur le scope, je pense, des fonctions RH, où voilà, on en parlait avant même en off, avant le début du webinaire. Voilà, le scope des RH a vachement évolué très vite et à la lumière de la crise, et que la culture d'entreprise devient limite un enjeu stratégique, de performance, sur plein de dimensions. Et du coup, moi, je voulais savoir comment vous, notamment dans un contexte d'hypercroissance à distance, quelles sont vos recettes ou vos enseignements sur comment créer un espace de travail qui permette aux collaborateurs d'être engagés, parce qu'être engagé à distance dans un contexte difficile, c'est quand même pas évident. Donc voilà, peut-être commencer avec Christelle. Oui, bien sûr. Je pense que le contexte là qu'on rencontre ces derniers mois, il nous fait aussi réaliser que le travail a une grande place dans notre quotidien. Et donc, forcément, pour nous, en tant que professionnels RH, c'est l'occasion de repenser en fait le travail, les liens humains, le collectif. La question du sens au travail s'est beaucoup posée, j'ai l'impression, ces derniers mois. Beaucoup ont eu le temps de faire aussi cette introspection, de s'interroger sur qu'est-ce qui m'anime au quotidien, est-ce que je suis bien dans mon entreprise, etc. Et donc, ça veut dire que nous, en tant qu'RH, il faut qu'on puisse réunir les salariés autour d'une mission qui les porte et construire un environnement qui soit sain et qui leur permette de s'épanouir. Je pense que c'est à partir de là que les gens vont avoir envie de rester dans nos entreprises. Et puis après, en termes de culture d'entreprise, ce qui se fait naturellement quand on est présent, quand on échange, est plus difficile quand on est tous à distance. Donc, il faut repenser la manière dont finalement, elle va se transmettre cette culture d'entreprise, les relations avec les uns aux autres. Et donc, il y a un effort, je dirais, supplémentaire à faire pour que toutes les personnes qui nous ont rejoints là sur les dernières années, elles se sentent autant intégrées et elles comprennent la culture d'entreprise. Et on a par exemple responsabilisé les managers là-dessus pour qu'ils soient vraiment les relais de la culture, de ce qu'on voulait transmettre. Ils ont un rôle clé à jouer, mais aussi créer des moments un peu informels, des cafés virtuels, des apéros, des moments de rencontre où on peut quand même faire le lien, là où on peut plus se voir. Peut-être je vais transitionner vers Louise, parce que voilà, tu nous parlais de votre réflexion et votre méthodologie sur tout ce qui est flexibilité du travail. Est-ce que vous pouvez un peu élaborer sur les principaux enseignements que vous avez eus depuis à peu près un peu plus d'un an avec ce contexte très, très spécial? Oui, bien sûr. Donc, de notre côté, ce qui est certain, c'est que le fait d'être complètement challengé aujourd'hui sur notre manière de nous adapter au travail 100% digital ou en tout cas à la distance, ça a beaucoup aussi challengé la culture qu'on avait. C'était hyper important de nous mettre en place énormément de choses pour la maintenir au plus haut niveau ou de manière la plus fidèle, celle avec laquelle elle avait été créée et animée par les fondateurs depuis le début. Ce qui est certain, c'est que pour nous, comme le disait aussi Christelle, les managers sont un levier extrêmement puissant dans la transmission de la culture, tant au niveau de la culture qui est portée par tout PayFit, mais aussi au niveau des cultures qui se font dans les équipes, parce que chaque équipe a effectivement sa personnalité, sa manière de s'organiser, etc. Donc, c'est extrêmement important. Pour permettre de maintenir cette culture chez nous et dans le cadre justement de la mise en place de Work from Anywhere, on a aussi mis en place
des budgets par équipe et positionnés par payfitter, donc par collaborateur, pour créer du team building, créer des moments conviviaux, pouvoir avoir des moments de rassemblement, soit dans nos nouveaux locaux qu'on a investis là au mois de février, qui sont situés juste au-dessus de la gare Saint-Lazare, soit de manière en remote, et pour s'assurer que tout le monde vive la même expérience, évidemment, d'un côté et de l'autre. C'est extrêmement important pour nous. On a tiré comme enseignement que il était hyper important pour nous de focaliser sur 3 aspects forts, et c'est ceux qui ont basé et construit notre cadre Work from Anywhere. Le premier, c'était de tout faire pour maintenir un bon niveau de productivité, parce qu'on est une entreprise en hypercroissance et du coup, on a besoin de réunir tous nos collaborateurs autour de cet enjeu d'hypercroissance et donc de productivité. Néanmoins, on a ce besoin d'y arriver dans de bonnes conditions, faire en sorte que tout le monde soit épanoui dans son travail, réussisse à trouver du sens, comme le disait Christelle encore, et donc de développer un espace de travail complètement collaboratif. Et puis, bien évidemment, que tout le monde puisse se retrouver quand il le veut, en équipe ou inter-équipe. Et ça, c'est via donc le rôle des managers que l'on a et via le budget de team building que l'on adresse chaque mois aux collaborateurs, qui leur permettent de créer des activités très libres. Et on a déjà pas mal de team building qui se sont faits, qui sont des succès, donc qui permettent de retrouver ça après un an de distance. C'est hyper important. Merci Louise. Ça me permet en fait de rebondir sur les éléments que vous avez partagés pour coller un peu avec certains sujets de ces derniers mois. J'imagine que voilà, c'est toujours comment concilier hypercroissance et une culture d'entreprise. Je pense qu'il y a quand même un moment qui est quand même qui, je pense, nous a quand même fait un peu réfléchir. C'est quand même l'émergence de Balance ta startup. Je pense que c'est quand même un sujet qui a dû vous faire réfléchir, et peut-être si vous aviez est-ce que ça, voilà, quel type de réflexion ça peut susciter quand on est fonction RH dans des entreprises qui sont en hypercroissance. Est-ce que voilà, ça c'est quelque chose qui comment voilà, on arrive à concilier finalement ces enjeux où on doit avoir des objectifs très élevés tout en ne sacrifiant pas la culture et le bien-être en fait des collaborateurs. Je ne sais pas si Christelle ou Louise ou peut-être Pierre, après, c'est peut-être moins un sujet mais ce serait intéressant quand même de peut-être avoir certaines réflexions, quoi. Écoute, moi, je suis évidemment, comme déjà toute salariée, sensible à ces questions de bien vivre en entreprise. Une chose est sûre, c'est que le rapport au travail et aussi l'équilibre entre salariés et entreprise, c'est plus équilibré qu'il y a 10 ou 15 ans, où le salarié a plus de voix, et ça, c'est important. Forcément, en tant que professionnel RH, moi, j'ai un peu de recul, je prends un pas de recul par rapport à ce phénomène Balance ta startup. Je pense que c'est clé pour nous, en tant que RH, de construire un environnement sain pour que ces pratiques-là, qui sont décriées, elles ne se produisent pas. Mais j'aurais tendance aussi à utiliser beaucoup de bienveillance pour ces entreprises qui peuvent connaître des crises, qui des fois sont des startups qui ne sont pas accompagnées au niveau RH et qui n'ont pas les ressources aussi pour créer la bonne culture au lieu, tu vois, de leur jeter l'opprobre. Après, s'il y a des agissements vraiment très condamnables, bien sûr, je suis la première à dire qu'il ne faut pas les reproduire, il faut les arrêter tout de suite. Mais j'aurais tendance à me demander, en fait, comment ils étaient accompagnés et en fait qui réfléchissent à leur culture d'entreprise, à ce qu'ils veulent faire et puis qui corrigent le tir. Évidemment, personne n'a envie de se retrouver à leur place et c'est assez délicat. Et en même temps, la libéralisation de cette parole-là, il ne faut pas qu'elle soit non plus diffamatoire pour les entreprises. Et la difficulté, c'est de trouver justement un équilibre entre une situation difficile vécue par des salariés qui peut-être est récurrente et une réalité plus individuelle d'un conflit qui peut arriver en entreprise. Et donc, tous ces sujets-là, une fois qu'ils se retrouvent sur les réseaux sociaux, il y a un tribunal populaire qui se met en place avec des pour, des contre et des choses qui peuvent être assez violentes. Donc, voilà, je prends un peu de distance par rapport à tout ça en me disant, moi, en tant que professionnel RH,
j'ai envie de construire une entreprise saine pour qu'il y ait la communication se fasse facilement, pour que quand il y ait des situations problématiques, en fait, il y ait des antennes et qu'il y ait des relais, pas forcément moi, mais aussi d'autres collaborateurs, les managers, pour qu'on les règle et ne pas en venir à ce qu'on a pu voir des dénonciations publiques. Je me permets d'ajouter à ce que dit Christelle, avec lequel je suis parfaitement alignée, simplement que sur le comment, il y a vraiment pour moi un enjeu très fort de définir les valeurs que porte l'entreprise et aussi de réussir à transformer ces valeurs en process et discours internes qui soient véritablement portés avec sincérité. Et je pense que là où aujourd'hui on voit des entreprises qui sont du coup un peu portées à nu dans des comptes type Balance ta startup, c'est là où on voit une distorsion réelle entre ce qui avait été porté, ce qui a été fait, et puis bien évidemment des choses qui sont carrément en dehors des clous classiques d'une gestion légale de termes. Mais je pense que c'est ça qui est très très important, c'est comment est-ce qu'on transforme la culture que l'on a, ou que portent les fondateurs, en valeurs qui sont ensuite transformées et portées par des managers et des collaborateurs qui sont du coup expliquées de manière régulière. Et je pense que pour le vivre, nous de notre côté, on se repose aujourd'hui sur nos valeurs pour s'assurer qu'elles soient comprises et portées par tous nos leaders, y compris les fondateurs. Donc on est une trentaine à avoir été passés en entretien pour voir si on avait toujours cette capacité à porter aussi les valeurs et si aujourd'hui il y en avait peut-être d'autres qui émergeaient et qu'on allait être capable d'adapter. Et je pense que c'est très important qu'elles soient portées au niveau des leaders, des top managers et qu'on soit toujours en ligne, sinon ça porte effectivement défaut dans ces transmissions. Je peux peut-être même rebondir pour poser une question à Pierre, parce que je sais que pour moi, il y a aussi la notion ce qu'on appelle les soft skills. J'ai l'impression qu'à la lumière de ces événements, ils sont d'autant plus importants. En tout cas, j'ai l'impression que ça a au moins eu, entre guillemets, le mérite, malgré le contexte lourd, de rappeler l'importance de cela. Donc peut-être que Pierre, tu as peut-être un peu des retours sur la demande par rapport à ce genre de compétences, notamment dans des contextes actuels, que ce soit distance sociale, hypercroissance. Comment on arrive à accompagner ces structures-là, parce que j'imagine, Pierre, vous travaillez quand même beaucoup là-dessus. Donc un peu avoir ton sentiment et ton analyse sur le type de formation qui peut être adapté à ce genre de contexte, quoi. Ouais, alors on a eu des surprises. On s'attendait à ce que les entreprises misent un peu plus sur les soft skills dans ces périodes, et parce qu'on traverse une période de crise, et parce que les transformations rapides qui sont induites par une crise sanitaire doublée d'une crise économique et qui accélèrent la digitalisation, ça fait beaucoup. Ça fait que les compétences techniques dont déjà on commençait à dire elles sont plus aussi pérennes qu'avant, là il y a un enjeu d'agilité et de s'adapter à l'évolution de son propre métier qui est devenu beaucoup plus fort. Et en théorie, c'est à ça que servent les soft skills. Mais toutes les entreprises ne les sont pas pour autant appropriées. C'était pas une priorité stratégique. Depuis l'an dernier, j'ai pas encore trouvé d'entreprise dans celles avec lesquelles on échange, soit avec des entreprises comme Payfit ou Litchi, donc disons vraiment des scale-up. On va mettre des boîtes dans des cases, mais des boîtes qui sont en forte croissance, soit dans des boîtes beaucoup plus traditionnelles, que ce soit des TPE, PME ou des grandes entreprises. C'est unanime la montée en puissance des soft skills dans les plans de formation. Alors, nous, on a vu des choses à notre échelle, mais on a fait des baromètres pour essayer d'avoir la vision la plus globale. Puis moi, je m'en inspire en tant que DRH parce que ça me permet de savoir quels soft skills je dois prioriser dans les actions de formation que je propose à l'équipe de YouKnow. Et les sujets qui sont montés, alors l'intelligence émotionnelle, déjà il y a 3 ans, c'était rarement un sujet sur lequel il y avait des formations. Les émotions n'avaient pas vraiment leur place dans l'entreprise. Puis il y a eu cette évolution. Et en fait, depuis la crise, l'intelligence émotionnelle a explosé. Nous, on a eu tellement de demandes. L'an dernier, on a dit, tiens, on va ouvrir cette formation gratuitement. Vous savez, chaque entreprise avait des démarches de solidarité. On a dit, on va proposer quelques formations gratuitement pour que les gens qui n'ont plus accès à la formation puissent s'auto-former. Et l'intelligence émotionnelle a explosé tous les records d'inscription qu'on a eu sur les formations gratuites. Et pareil ensuite dans les formations payantes. Les autres sujets, là on s'y attendait peut-être un petit peu plus, c'était la gestion du temps et la gestion du stress. Il y a eu énormément de demandes là-dessus.
Nous-mêmes, on a eu en interne chez Youno des problématiques où on a dû faire de l'accompagnement sur ces sujets-là pour certaines personnes de l'équipe. Et celui qui est monté un peu plus récemment dans les soft skills, je l'avais pas trop vu venir. C'est plus dur à expliquer. J'ai des hypothèses, mais je laisserai chacun imaginer les raisons. C'est la confiance en soi. Dans ce contexte assez incertain, énormément de gens se sont dit, moi, l'une des premières soft skills sur lesquelles j'ai envie de miser en ce moment, c'est ma confiance et mon estime de moi-même. Et après, il y a eu des trucs un peu plus classiques sur comment les soft skills permettent de mieux travailler à distance. Donc, la collaboration et la communication et le leadership qui sont un peu le triptyque des compétences où quand on a appris à le faire en présentiel, c'est un peu plus difficile de le faire à distance et ça change les codes. Et donc, on a eu, nous, énormément de demandes en formation, mais en interne, donc j'essaie de parler aussi bien pour Youno que moi en tant que DRH, on a eu des défis. Comment on garde une bonne collaboration alors que les gens, ils se retrouvent plus comme avant, donc ils n'ont plus leurs habitudes et leurs rituels. Comment est-ce qu'on communique bien à distance? D'ailleurs, là, dans le sondage, je voyais que c'était l'un des plus gros sujets des participants qui leur a mobilisé le temps, c'est la communication interne. Et le leadership, ça, c'est un sacré sujet, je pense qu'on n'a pas fini d'en parler. Comment on garde un bon leadership alors même qu'on ne va plus voir en physique les personnes auprès desquelles on veut ou on doit exercer un leadership du fait de ses fonctions, de son métier ou de ses envies personnelles. Ok, merci beaucoup Pierre. Je vais prendre du coup, on va passer peut-être à la partie des questions. Il y en a deux. J'ai une question de Maxime qui demande: la pérennité du télétravail post-Covid a-t-elle été bien accueillie par l'équipe managériale, entre parenthèses, pas d'effet dès le retour à la normale, retour au bureau ou reprendre la main sur l'équipe. Donc voilà, c'est une question un peu pour vous trois, j'imagine, vu que... Je veux bien faire, ce sera assez rapide. Ouais. Nous, il y a eu des craintes de managers qui travaillent pas en télétravail. Il y en a eu d'autres qui étaient très contents parce que ils voulaient qu'on ait beaucoup plus de télétravail chez Youno et d'ailleurs leur équipe commence à être en 100% télétravail. Mais le fameux retour à la normale, je trouve ça intéressant de se poser la question. En fait, il y a plus nous un besoin de se retrouver que d'un retour à la normale. C'est-à-dire, on se retrouve pour repasser du temps ensemble. Par contre, la relation de travail, elle s'est durablement établie à distance, y compris dans le volet relations managériales. Et je pense que sans ces crises-là, nous, on aurait mis plus de temps à réaliser que c'était possible, voire même plus efficace dans certaines situations. Donc, c'est l'un des avantages d'avoir traversé une crise. Nous, c'était notre modeste apprentissage sur la culture managériale, y compris à distance. Je te rejoins, Pierre. Je pense que le sujet aujourd'hui, c'est comment on arrive à continuer à créer du lien. En tout cas, cette dernière année, elle a montré qu'on savait travailler à distance. Et d'ailleurs, c'est un sujet de responsabilité individuelle. Et là, sur le sujet, en tout cas, chez Mangopay, on a vu que ça avait fonctionné. On a connu même des phases de boost pour diverses raisons. Et les équipes, elles ont joué le jeu. Donc, il n'y aura pas de retour en arrière aujourd'hui parce que ça fonctionne. Il y aura forcément des adaptations en fonction du contexte. Et maintenant, on se concentre sur comment on arrive à se voir autrement ou créer du lien. Et on espère que le contexte sanitaire va aller de mieux en mieux pour pouvoir nous retrouver. Et échanger parce que quand tu es en face de quelqu'un, il y a quand même quelque chose qui se crée et ça, c'est pas remplaçable par la visio. Concernant Payfit, les enjeux que Pierre et Christelle ont évoqués sont les nôtres également. On met un point d'honneur à responsabiliser nos équipes. Les premiers qu'on a souhaité responsabiliser, c'était nos managers. Et dans ce contexte, il n'y a pour moi pas 1000 conditions de succès. La pérennité du télétravail post-Covid et la mise en place d'un système hybride 100% remote ou autre doit nécessairement être porté et accueilli par une équipe managériale pour pouvoir justement faire la bonne transmission et le bon cascading des informations et de la même de la culture de manière générale.
Donc oui, bien sûr. Enfin, du côté de Payfit, on a de la chance, beaucoup, de savoir qu'on a une équipe managériale qui porte parfaitement ce message, réussit à s'adapter, même malgré quelques réticences initiales. Pour l'anecdote, nous, on avait fait avant la mise en place du télétravail, même avant mars 2020, on avait fait un sondage auprès de tous les head-off. On leur avait demandé ce qu'ils pensaient de la mise en place du télétravail à plus de 1 jour par semaine, puisque c'est ce qu'on avait. Et on avait plus de 50% des équipes qui étaient contre plus de 1 jour par semaine. Wow. Et en juillet 2020, on voit radicalement, ce changement. On passe tous en work from anywhere. Plus besoin de dire quand on est en télétravail, plus besoin de faire de demandes. Simplement de dire quand on est bien sûr au bureau, comme Pierre le mentionnait. Et effectivement, pour moi, c'est l'anecdote la plus drôle. Oui, notre équipe managériale a su prendre le virage et tant mieux, en fait. C'est ce qui nous a permis de grandir vachement plus vite. Donc voilà, pour nous, ça fait partie des succès. On est très content que ces managers se soient adaptés. Merci pour vos retours. J'ai du coup une autre question du coup de Maïwen qui dit donc les règles internes doivent-elles être fixées en fonction d'un idéal / d'une philosophie ou être plus pragmatiques mais tout de même flexibles ou prendre en compte d'éventuels comportements déviants? Vraie question. Bon. Reality check. Sacrée question. Je Tu veux pense commencer? En termes d'état d'esprit, en tout cas chez Litchi et MangoPay, encore une fois, c'est une histoire de responsabilité individuelle qui permettent de faire fonctionner. Et après, évidemment, il faut mettre un cadre. Et ce cadre-là, après, ça dépend de chaque entreprise qui va décider est-ce que c'est un cadre avec des variations ou c'est un peu plus strict. Donc, je ne suis pas sûre qu'il y ait une bonne manière, en tout cas, il y a une recette magique qui permette de répondre à cette question. D'un point de vue purement légal, le télétravail doit être encadré s'il est pérenne. Et nous, c'est comme ça, en fait, qu'on a géré le sujet chez nous. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on avait défini les modalités, on a fait en sorte qu'elles soient partagées avec notre CSE, qu'on les co-construise aussi avec les salariés. Donc, on les a pas mal sondés sur le télétravail, ce qu'ils avaient envie de faire. Et on a mis en place ces modalités. On les a formalisées à l'écrit pour qu'elles soient comprises dessus. Et on a fait une session, en fait, de FAQ pour répondre en direct aux interrogations. Vraiment, voilà. Et après, tout le reste, on reste ouvert. On a des canaux communication qui permettent d'adresser les questions et puis on s'adapte au fur et à mesure et on est un peu comme Louis chez Payfit sur le Work from Anywhere où aujourd'hui on a certaines équipes qui peuvent travailler donc au bureau mais aussi de chez elles et tout ça se met en place et on aura pour certaines équipes qui peuvent passer sur la modalité full remote, une adaptation. Donc, on est en train de construire ça ensemble. Vous voulez rebondir ou Louise ou Pierre? Moi, j'ai un petit complément parce que Christelle résume très bien la démarche qu'on peut avoir. On ne peut pas avoir une réponse toute faite à cette question-là. Selon ce que souhaite faire Maïwen ou le sens qu'elle avait derrière la question, moi, la manière que j'ai de gérer ça en tant que DRH, c'est si on veut tendre vers un idéal, ça relève de la culture d'entreprise et donc on va plutôt le formaliser dans les valeurs et dans des prises de position. Si par contre c'est quelque chose qui doit être fait de manière assez précise, là j'irai plutôt vers les règles, ce qui ne m'empêche pas de faire le lien avec les valeurs pour donner une part de flexibilité. Et c'est exactement ce qu'on a fait pour le télétravail. On a mis quelques règles parce qu'il y avait des choses qu'on voulait contrôler. On s'est dit, on pense que c'est la meilleure manière de faire et que c'est comme ça que ça va fonctionner, donc on établit quelques règles. Et pour le reste, on renvoyait à nos valeurs pour tendre vers un idéal, parce qu'on ne savait pas quelles étaient les bonnes règles et on voulait que chacun puisse les appliquer à sa manière. Mais j'ai fait ça parce que j'étais confiant dans le fait que les managers et toute l'équipe incarnaient bien la culture d'entreprise. S'il n'y a pas une culture assez forte, je ne sais pas comment j'aurais fait. J'aurais mis plus de règles, mais je n'aurais pas été confiant dans le fait que les gens les respectent. Okay. C'est la limite de ma réponse.
Ok, je crois qu'il n'y a pas de questions de participants. Moi, j'ai peut-être une dernière question pour un peu conclure notre webinaire, parce on l'avait un peu abordé avant le début de l'enregistrement. C'est un peu sur votre rôle, tout simplement. Comment vous, voilà, depuis dans ce contexte avec tous les chamboulements, je pense que c'est une bonne manière de pouvoir conclure. Voilà, comment vous voyez un peu votre fonction, votre métier. Depuis un peu plus d'1 an et surtout un peu avec les défis à venir, avec le déconfinement. Et voilà, comment avoir un petit mot de fin sur voilà, votre propre perception de votre propre métier. Je vous laisse du coup conclure avec ça. Et si personne se lance, je me lance. Alors moi, je vois 2 choses que je suis encore en train de construire, donc c'est des débuts de réponse, mais les impacts qu'il y a eu sur mon rôle. La première, c'est une évidence à dire, mais c'est de remettre l'humain au cœur de l'entreprise, même quand l'humain a déjà une place importante. En fait, là, on a vu jusqu'à quel point l'humain était indispensable, et donc ça donne une force supplémentaire, mais du coup une responsabilité supplémentaire. Donc l'humain, au sens large, c'est une responsabilité forte de l'entreprise, et le RH doit soutenir cette responsabilité. Avant, ça l'était, sans dire que ça l'était pas, ça l'était un peu moins quand on disait on ne veut pas réussir la réussite économique d'une entreprise en croissance très forte au détriment de l'humain. Là, on a pu voir à quel point c'était vrai dans les entreprises. Il y en a qui ont choisi d'autres chemins, il y en a qui ont pu assumer et de dire c'est l'humain qui passe avant, même si on traverse des difficultés économiques. Pour moi, le RH a un rôle à jouer là-dedans. Et le deuxième rôle, c'est l'importance du RH pour développer les compétences des équipes, pas juste via des formations traditionnelles ou autres, ça c'est un sujet complémentaire, mais aider les gens à apprendre à partager, à transmettre, pour les aider à développer leurs compétences, juste en apprenant de toutes les situations. Parce que sinon, si on n'accompagne pas ces personnes, dans des périodes de transformation ou de crise, on les perd en cours de route. Elles ne se développent pas assez rapidement pour répondre aux attentes de l'entreprise. Et pour moi, c'est une responsabilité qui existait déjà, mais qui s'est accentuée. Je suis attendu là-dessus de la part de mon CEO beaucoup plus fortement qu'avant. Et j'ai vraiment l'impression que dans beaucoup de boîtes, c'est aussi le cas. C'est pour ça qu'on parle beaucoup plus de co-développement, de coaching, d'apprentissage entre pairs. L'évolution de ces sujets me semble être une évolution forte pour les RH. Et nous, on n'est pas beaucoup, on est 45 si on compare à d'autres entreprises. Et pour autant, je dois y passer beaucoup de mon temps pour être sûr que les gens, ils apprennent au quotidien chez nous. Mais c'est pas simple. Je suis totalement en phase avec ce que tu dis, Pierre. Et pour compléter, je dirais que s'il fallait définir une des missions principales de notre rôle de RH, c'est d'accompagner les transformations de l'entreprise. Et là, en fait, on est en train d'en vivre une. Et je pense que nos missions, elles se sont cristallisées autour de accompagner cette transformation d'un point de vue humain, hein, des personnes qui font partie de nos entreprises, mais aussi accompagner l'entreprise à ce qu'elle puisse tout simplement, elle aussi, se transformer, adapter ses pratiques au contexte dans lequel on vit. Et ça, c'est hyper ancré. Je crois que Louise en parlait avant qu'on commence la table ronde, de finalement être un business partner. Et je pense que c'est vraiment le rôle clé aujourd'hui des RH. Et le second, c'est, je dirais, d'être main dans la main avec les managers, avec les équipes, pour comprendre quels sont les enjeux et pouvoir apporter notre pierre à l'édifice et les accompagner. Et le dernier, ce serait peut-être, comme tu le disais, Pierre, c'est-à-dire mettre l'humain au centre. Et ça passe aussi par tout simplement être là. Et on l'a vu pendant cet épisode. Moi, personnellement, j'ai eu des coups de baisse de morale. Et je crois qu'on a tous à un moment eu, quand on était tous enfermés, sans pouvoir bouger, aucune interaction sociale, des baisses de morale. Et typiquement, pendant le Covid et pendant 1 an, on avait mis en place une plateforme d'écoute psy qui permet juste de se dire voilà, j'ai le moral un peu en berne et d'avoir un professionnel qui puisse nous écouter. Et je parle de ça, mais il y a d'autres pratiques
mais c'est vraiment d'être là pour nos équipes et s'assurer aussi que tout le monde aille bien. Ça passe par un petit café virtuel, une écoute ou autre chose, mais je pense que c'est hyper important aujourd'hui. Louise? L'humain que Pierre mentionnait, le business partnership que Christelle mentionnait aussi, pour moi, sont les deux éléments majeurs sur lesquels il faut qu'on aille de manière non limitative. C'est ce qu'on doit apporter au quotidien et c'est ce qui a été complètement renforcé là depuis 1 an et demi. Je pense qu'on a une voie qui, par rapport à nos anciens pairs RH, DRH du passé, est toute tracée pour qu'elles soient exploitées dans leur meilleur, au maximum des possibilités. C'était des portes qui n'étaient pas vraiment ouvertes. Le business partnership, ça ne l'était pas toujours. On était plus dans des fonctions support, on était là dans l'urgence. On a la possibilité d'être dans l'anticipation, de la consultation en amont. Je pense qu'il faut y aller. C'est ça le grand jeu d'aujourd'hui. C'est ça le grand jeu de 2021. 2022, on sait pas trop ce qui va arriver, donc on va se laisser un petit peu de marge de manœuvre. Mais oui, c'est très bien dit. Christelle et Pierre ont tout mentionné. Pour moi, la porte est ouverte et maintenant c'est à nous, fonction RH, leader RH, d'actionner les leviers et de nous montrer à la hauteur de ce qui nous est ouvert aujourd'hui, quoi. Merci Louis, c'est une belle conclusion. Alors, j'avais juste une petite dernière question qui s'est greffée, très terre à terre, qui est d'Amélie. Donc, juste pour information, est-ce que vous avez des candidats qui postulent en dehors de votre région? Est-ce que vous misez sur un mix présentiel-télétravail pour venir quelques jours chaque semaine au bureau? Comment gérez-vous cela? Voilà. On finit sur du très pratico-pratique. Je peux peut-être la répondre. Aujourd'hui, je signais un contrat pour une personne qui est non seulement en dehors de la région, mais en dehors du pays. Et comme on a la chance d'être un pays international, dans le cas de dans une entreprise internationale, dans le cas de Work from Anywhere, on permet à des collaborateurs de travailler un autre site dans lequel Payfit a une entité. Donc oui, on le fait également dans les régions, bien sûr. Moi-même, je déménage en Normandie dans 10 jours et donc je serai, dans le cadre de Work from Anywhere, fortement invitée à revenir à minima 1 fois par mois au bureau pour justement maintenir le lien de la culture. Mais bien évidemment, c'est ce qu'on fait. C'est effectivement des candidats de ce type-là qu'on reçoit de plus en plus et qu'on accueille chez Payfit, bien sûr. Pierre, Christelle, moi, pareil, à notre échelle, enfin, on peut ouvrir nos candidatures, nos offres d'emploi à des personnes qui ne sont pas juste à Paris ou à Lyon. Avant, on avait des bureaux, ce qui était une limite qu'on s'imposait pour des idées reçues. Et donc maintenant, on a des gens qui ne sont plus à Paris et à Lyon et ça marche très bien. Donc on en a qui postulent, mais en plus, nous aussi, on va les chercher. Même quand on chasse des candidats, on ne restreint plus à ces villes-là. Et on a des projets de personnes qui commencent, pareil, à quitter les villes, mais qui ne veulent pas quitter l'entreprise. Très bien, on les accompagne dans ces projets-là. Moi, je vais vivre en partie à Montpellier aussi à partir de septembre, puisqu'on a ces exemples-là. Et je suis ravi de pouvoir le faire et je reviendrai régulièrement à Paris. Et ça va bien fonctionner. Donc ça, c'est une des bonnes nouvelles aussi de la crise, c'est cette flexibilité qu'on donne aux équipes. C'est chouette. Pareil, comme vous, on a commencé à ouvrir le full remote sur quelques postes. On est en pleine expérimentation. Ce matin, j'avais un manager qui me confirmait que une des premières personnes qu'on a recrutées sous ce format a brillamment réussi sa période d'essai et on en aura d'autres et on adaptera. Je pense que c'est aussi ce que nous demandent nos salariés et on parlait tout à l'heure de culture et de rapport à nos salariés. Il faut qu'on puisse aussi répondre à ces besoins. C'est ce qui va nous permettre d'accompagner aussi la fidélisation des gens si on répond à
leur changement et on adopte cette flexibilité. Donc, on est aussi en train d'expérimenter tout ça. On a nos premières personnes qui partent de Paris et qui passent au vert. Donc, moi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur un plus long terme. Mais voilà, un peu comme Louise et Pierre, on accompagne ces changements. Très bien. Merci beaucoup, Christelle. Merci, Louise. Merci, Pierre, pour votre temps, la clarté de vos réponses. J'espère vraiment que vous avez passé un bon webinar. Nous, en tout cas, on croit beaucoup à ce format de peer learning, d'apprentissage entre pairs. À refaire, mais en tout cas, c'est un format qu'on aime beaucoup. Donc, on espère vraiment que vous avez apprécié ces échanges. De toute façon, tous les contenus, le replay vous sera envoyé, les contacts, les liens un peu partagés aussi dans le webinaire. Donc, n'hésitez pas. Je vous souhaite en tout cas, aussi bien à nos intervenants qu'à nos participants, beaucoup de force, parce que c'est un contexte pas facile et c'est aussi par ces échanges qu'on va pouvoir tous avancer, aller faire le grand pas des innovations, des modes de travail et voilà, il y a quand même des opportunités derrière ce contexte pesant, mais donc voilà. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée et au plaisir de vous recroiser un moment. Bonne journée. Au revoir Louise, au revoir Christelle, au revoir Pierre. Merci. Au revoir, merci beaucoup. Bye bye. Au revoir.